On se demande souvent comment un empire peut tomber. On imagine tout de suite une force extérieure immense, une défaite militaire écrasante. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Aujourd'hui, on va voir comment les empires s'effondrent bien souvent de l'intérieur. Et c'est toute la logique de la guerre asymétrique. Cette phrase, elle est absolument centrale pour comprendre ce qui va suivre. C'est une idée très forte. Ce qu'elle nous dit, c'est que la puissance même d'un empire, sa taille, sa complexité, tout ça contient en fait les graines de sa propre destruction. Le rôle du plus petit, ce n'est pas de créer la faille. Non, c'est juste de la voir avant les autres et de s'y engouffrer. La grande question, c'est donc comment un outsider peut-il vraiment y arriver ? Pour trouver la réponse, il faut arrêter de regarder là où on a l'habitude de regarder. Il faut arrêter de compter les missiles, de comparer les budgets militaires. La clé, elle se trouve ailleurs, dans les failles cachées au plus profond du système de l'Empire lui-même. Alors commençons par poser un diagnostic sur le géant. Ce qui est fascinant, c'est d'observer comment les plus grandes forces d'un empire, ce qui a fait sa puissance au départ, peuvent littéralement se retourner contre lui et devenir des faiblesses mortelles. C'est un processus lent, une sorte de pourrissement de l'intérieur. Ce tableau décompose très bien ce processus. On a 3 piliers. D'abord, la masse. Une population énorme, des ressources qui semblent infinies. Eh bien, ça conduit à l'épuisement social, une sorte de fatigue générale où les citoyens sont complètement déconnectés des objectifs de l'Empire. Ensuite, l'organisation. La bureaucratie, la machine administrative devient tellement complexe qu'elle génère de la corruption et ce qu'on appelle la surproduction des élites. En clair, trop de gens très qualifiés se battent pour trop peu de postes. Le résultat, c'est des guerres de clans et une paralysie totale. Et enfin, la profondeur. C'est cette capacité à encaisser les coups. Le problème, c'est que ça se transforme en arrogance, en hubris. L'Empire se croit invincible, il arrête d'apprendre de ses erreurs. Et là, c'est le début de la fin. Bon, et en face de ce colosse aux pieds d'argile, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, l'outsider, lui, développe tout le contraire. Il cultive 3 atouts clés. Ce ne sont pas des qualités qu'on peut mesurer en nombre de tanks ou en dollars, mais sur le long terme, c'est ça qui fait toute la différence. Ici, le but n'est pas de devenir aussi gros que l'Empire. Surtout pas. C'est d'être plus vivant. L'énergie, d'abord. C'est la rage de vaincre, quand on se bat pour sa propre survie, pas pour un concept lointain. L'ouverture, ensuite. C'est simple. Quand on a peu de moyens, on est obligé d'être créatif, d'innover en permanence, de trouver de nouvelles tactiques. Et enfin, la cohésion. C'est ce qui fait qu'un groupe, même sous une pression extrême, reste soudé. La souffrance devient une force, une endurance que l'Empire a perdue depuis bien longtemps. Ok, tout ça peut sembler un peu abstrait, un peu théorique. Sauf qu'on a un exemple parfait qui se déroule en ce moment même sous nos yeux. Il suffit de regarder les tensions dans le Golfe. D'un côté, le système impérial américain avec ses alliés, de l'autre, un acteur comme l'Iran qui est passé maître dans l'art de cette guerre asymétrique. Et là, on touche au cœur du piège économique. C'est presque caricatural. L'Empire est forcé de dépenser 3 millions de dollars pour un missile Tomahawk afin d'intercepter une menace qui en coûte à peine 20 000. Un drone Shahed, bricolé avec des pièces qu'on peut trouver sur Internet. C'est un gouffre financier. Et ça révèle aussi l'atrophie industrielle du géant. Il ne sait plus produire en masse à bas coût. L'Iran, lui, l'a très bien compris et il en joue à fond. 17 milliards de dollars, c'est la somme ahurissante que les États-Unis ont dépensée sur une très courte période pour contrer ce genre de menace. Ramener la journée, ça fait presque 900 millions de dollars. C'est une véritable hémorragie financière. C'est le prix à payer pour la complexité quand on a un géant incapable de s'adapter à une menace de faible intensité mais à très haute fréquence. Mais attention, le problème n'est pas que financier, loin de là. Parfois, les vulnérabilités les plus dangereuses sont celles qu'on ne voit pas, les faiblesses logistiques. Un système très complexe est aussi un système très fragile. Il suffit qu'un seul petit élément, en apparence insignifiant, vienne à manquer pour que toute la machine se grippe. -2. Ce chiffre, c'est pour 2 avions ravitailleurs KC-135 perdus au-dessus de l'Irak. Ça ne fait pas les gros titres comme un chasseur furtif, mais c'est peut-être encore plus critique. Pourquoi ? Parce que ces avions, ce sont les stations-service volantes de l'armée de l'air. Sans eux, les chasseurs les plus sophistiqués du monde ne peuvent tout simplement pas atteindre leur cible. C'est un coup dévastateur porté à toute la chaîne logistique. Et ces symptômes de fragilité, on les retrouve un peu partout. Ce ne sont pas des accidents isolés, ce sont les signes de la maladie qu'on a décrite. Prenez cet incendie accidentel dans la buanderie de l'USS Gerald Ford, un porte-avions ultra-moderne. Ça peut paraître anecdotique, presque ridicule, mais en réalité, ça symbolise une perte de maîtrise, des frictions internes qui rongent la machine de l'intérieur. Passons maintenant à un autre champ de bataille, tout aussi important. Parce qu'aujourd'hui, la guerre n'est plus seulement physique. Elle est aussi, et de plus en plus, une guerre de l'information. Une guerre des perceptions. Et les conséquences de cette guerre sont en train de redessiner complètement la carte géopolitique. En Israël, il existe une unité de renseignement militaire, Aman, qui est en charge d'une censure très stricte des médias. Il faut bien comprendre son rôle. Il n'est pas d'informer, mais de construire un récit.
un récit de victoire, d'invincibilité. Pour ça, on dissimule les pertes réelles, on minimise l'impact des frappes, tout ça pour maintenir le moral de la population et des troupes. Le problème, c'est que la réalité est têtue. Elle finit toujours par trouver un chemin pour se manifester. Et parfois, c'est par le biais de la bureaucratie la plus banale. Ce chiffre, 105 000, c'est le nombre de demandes d'indemnisation pour dommages matériels déposées auprès du fisc israélien. Une donnée administrative, froide, mais qui raconte une toute autre histoire et contredit frontalement les communiqués victorieux. Et forcément, quand le récit officiel se fissure, la confiance s'érode. Les alliés historiques des États-Unis dans la région, comme l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, voient bien que le grand parapluie protecteur américain n'est plus infaillible. Alors que font-ils? Ils commencent à chercher des alternatives. On parle de créer une force arabe commune, des systèmes de défense régionaux. C'est un signal très fort qui montre qu'ils veulent prendre leur sécurité en main et moins dépendre de l'Empire. Tout cela nous ramène finalement à une question essentielle. Sur le champ de bataille moderne, la question n'est peut-être plus qui est le plus grand ou qui est le plus fort. La vraie question, c'est qui est encore vivant? Quel système est encore capable de s'adapter, d'apprendre, de sentir le pouls de la réalité? La victoire, au fond, n'appartient peut-être plus au plus puissant, mais simplement au plus vital. Une idée qui pourrait bien changer notre façon de voir les conflits à venir.